Le robot sexuel saisi par le droit. Je vais déjà commencer par une brève introduction parce qu'en fait, effectivement, la science-fiction s'est d'abord emparée du sujet relatif aux interactions du futur entre les humains et les robots humanoïdes. Je pense notamment à la série suédoise Real Humans, 100% humains, diffusée pour la première fois en France en 2013 et qui mettait en scène divers liens affectifs et sexuels entre les robots et les humains, annonçant en fait la possibilité de relations entre des humains et des robots humanoïdes, donc qu'on appelait les hubots dans la série, qui étaient doués donc d'intelligence et de sentiments. En décembre 2016, David Levy, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, avait déclaré lors de la 2e édition du congrès Love and Sex with the Robots à Londres, avoir des relations sexuelles avec des machines, c'est pour demain, avec l'arrivée des premiers robots sexuels. Et dès 2050, il sera possible de se marier avec eux. Ils auront la capacité de tomber amoureux d'un humain, de se rendre romantique, attrayant et sexuellement désirable. Alors David Levy avait vu juste s'agissant des premiers robots sexuels, car Harmony, c'est son petit prénom, donc est le premier robot sexuel à l'apparence féminine, doté d'intelligence artificielle, qui a été mis sur le marché courant 2017. Et son homologue à l'apparence masculine, donc prénommé Henry, était quant à lui disponible 1 an plus tard. Alors pour le reste, justement, il s'agit de s'interroger dans une démarche prospective afin d'envisager les possibles mutations du couple entraînées par l'avènement du robot sexuel, mais également les conséquences de l'utilisation d'un robot sexuel et notamment l'encouragement potentiel de violence dans un contexte de réification du corps féminin. Alors, pour la slide suivante, je vais vous présenter une très très courte vidéo parce qu'en fait, donc ça va illustrer le début de la première partie donc consacrée au couple du futur, point d'interrogation, où l'idée est d'abord de s'interroger sur la conjugalité avec un robot, donc vers la reconnaissance d'une nouvelle forme de couple. J'ai choisi déjà de vous diffuser une petite vidéo pour justement mieux saisir finalement de quoi l'on parle quand on parle du robot sexuel et de vous montrer comment il est possible d'envisager ensuite, par exemple, le droit de se marier avec un robot. Parce que c'est vrai que ça peut paraître complètement délirant finalement, mais lorsque l'on consulte notamment des sites internet, il y a énormément de témoignages, de commentaires de gens qui se considèrent en couple réellement avec un robot. Donc la petite vidéo que je vais vous présenter figure sur un site de vente de robots sexuels. Et vous allez voir comment finalement eh bien, les concepteurs et les vendeurs s'adressent finalement à une personne qui est seule, qui a besoin justement d'avoir un compagnon, qui recherche un compagnon. Et comment, eh bien, dans ce petit film, on voit que eh bien, le robot sexuel est finalement la réponse à tous ces mots et comment il va combler sa solitude. Donc c'est une petite vidéo en anglais, mais qui va être très compréhensible pour tous, même si vous ne pratiquez pas l'anglais. Je la lance. Who's there?
you? I'm Emma. I'm here to accompany you. Good morning, darling. Time to get up now. Okay, my darling. Hi, sweetie. It's 26 to 30 degrees Celsius with light rain in Shenzhen. Don't forget to bring a warm umbrella with you. Wow, you are so great. You have won again. Honey, you have a new mail. Do you need me to open it for you? The mail is in Chinese. Do you want me to translate into English? Congratulations! You won the award. Love is the foundation of success. True love can never be silent. Shenzhen AI Tech creates the perfect girlfriend who knows you best. Voilà, donc je pense qu'on peut voir presque, je dirais, de la tristesse, je dirais, dans cette vidéo, parce qu'on voit que, voilà, finalement, c'est comme un petit peu la réponse, un petit peu la conjointe idéale, finalement, pour cet homme en mal d'amour. Et donc, mais c'est pour vous dire vraiment à quel point, en fait, les vendeurs s'adressent au plus profond des personnes pour influer, finalement, sur leur intellect. Alors, ça nous amène à deux questions, effectivement, la question du droit de se marier avec un robot et la question de savoir si on pourrait, en tout cas, à l'avenir, considérer que l'on peut tromper son conjoint avec un robot. Alors, s'agissant du droit de se marier avec un robot, en fait, cette réflexion, elle est particulièrement intéressante au regard de l'histoire du droit des personnes et de la famille, puisqu'en fait, certains couples aujourd'hui reconnus par le législateur étaient interdits par le passé, et donc il convient de s'attacher à la possible reconnaissance d'une nouvelle forme de couple entre un humain et un robot sexuel, mais également d'envisager la parentalité, on va le voir, avec un robot sexuel. Alors très rapidement, en fait, jusqu'à la Révolution française, le mariage était une prérogative exclusive de l'État. En 1791, la Constitution a sécularisé le mariage et cette conception civile et laïque du mariage a été reprise dans notre Code civil en 1804. Donc pour ces rédacteurs, la différence de sexe était une condition essentielle du mariage, une évidence finalement, puisque le mariage était par essence l'institution fondatrice de la famille, donc laquelle induit au moins en partie la reproduction qui ne peut être que le fruit d'un homme et d'une femme. Donc en droit français, le couple homosexuel n'a été reconnu que depuis l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 qui a légalisé le concubinage entre personnes de sexe différent ou de même sexe, institué par la même occasion le pacte civil de solidarité, donc le PACS, entre personnes de sexe différent ou de même sexe. Et quant au mariage homosexuel, il a été quant à lui autorisé par la loi du 17 mai 2013. Donc l'homosexualité était considérée comme un crime contre nature dans un passé qui n'est pas si lointain, et elle a désormais accès aux 3 formes de conjugalité. Donc dès lors, le droit de la famille pourrait-il accueillir à l'avenir un nouveau couple finalement formé entre un humain et un robot ? Alors s'agissant du droit de se marier, des auteurs considèrent qu'il est possible de considérer que la question se posera nécessairement de savoir si l'androïde pourra se marier avec un humain ou une humaine. Donc c'est un droit finalement au mariage interespèces qui est d'ailleurs déjà revendiqué par certains juristes avec des arguments plus ou moins fantaisistes, on va
va le voir, parce qu'en effet, le mariage entre robots et humains ne serait finalement pas une question de droit des robots, mais concernerait davantage le droit d'un humain de choisir d'épouser un robot. Alors pour autant, l'actuelle définition du concubinage, du pax ou du mariage désigne deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Donc, comme deux personnes morales ne peuvent pas se marier, c'est donc l'acception de personnes physiques qu'il faut ici comprendre, donc comme deux êtres humains finalement de sexe différent ou de même sexe. Donc, suivant la rédaction actuelle des textes, le robot ne pourrait alors prétendre à une union maritale, même s'il venait à acquérir la personnalité juridique. Et puis la question du consentement libre et éclairé aussi du futur époux, évidemment, pourrait faire débat. Donc la conception du couple étant actuellement uniquement envisagée entre deux êtres humains, ça serait tout le droit de la famille qu'il faudrait remettre en question si l'on souhaitait qu'une personne puisse se marier avec un robot. Mais cette éventualité laisse aussi à penser que s'il était autorisé d'épouser un robot qui n'est pas un être vivant, cela ouvrirait peut-être finalement la boîte de Pandore et avec elle la possibilité de se marier avec un être vivant doué de sensibilité au sens de l'article 515-14 du Code civil, c'est-à-dire un animal. Et là, les zoophiles, comme on l'a vu avec François-Xavier, auraient au fait peut-être de revendiquer effectivement un tel droit. Ah, pardon, je suis passée un peu vite. Alors maintenant, deuxième point, le fait de tromper son conjoint avec un robot. Alors, on a vu de quel style de robot il s'agit. Et donc, en dehors de l'hypothèse d'un mariage entre un humain et un robot, quid de la question entre un humain lié dans les liens du mariage et d'un robot sexuel? Alors, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance au terme de l'article 212 du Code civil. Donc, pourrait-on envisager une violation du devoir de fidélité qui pourrait être retenue s'il était avéré que l'époux ou l'épouse s'adonne à des relations sexuelles avec un robot? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, le devoir de fidélité n'est pas défini par la loi. C'est-à-dire que la fidélité impose que chaque époux n'ait pas de rapport sexuel avec une autre personne que son conjoint, mais la notion de fidélité retenue par la jurisprudence est plus large que la fidélité charnelle. C'est-à-dire que le devoir de fidélité est en effet avant tout une obligation morale et affective. Dès lors, bien que n'ayant pas été consommée physiquement, l'infidélité virtuelle peut dans certains cas constituer une violation du devoir de fidélité et être retenue comme une faute cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil. Par exemple, en 2014, la Cour de cassation a en effet considéré que le fait de rechercher des relations sexuelles par le biais d'un site internet constitue à lui seul un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage et peut justifier qu'un divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux fautif. Alors que pourrait-on donc penser des sentiments nourris par un époux à l'égard d'un robot ? Alors, là, nous sommes dans un terrain finalement assez récent, c'est ce qu'on appelle l'érobotique, un domaine de recherche transdisciplinaire émergent qui explore notre relation, nos interactions érotiques et émotionnelles avec les robots. Et on peut donc se demander si un tel comportement amoureux vis-à-vis d'un robot pourrait motiver un divorce pour faute. Alors, les relations sexuelles répétées avec ce robot intelligent qui parle, qui répond, qui gémit, qui interagit avec son partenaire sexuel pourraient donc, à l'avenir, être dénoncées par un époux qui se prétend victime de la violation du devoir de fidélité par sa moitié. Alors, à la réflexion, cela n'apparaît pas complètement impensable car dans le même ordre d'idée que la cyber-infidélité, c'est avant tout le comportement fautif de l'époux qui est finalement condamné. Sa recherche de relations sexuelles, son intimité dévoilée, son comportement injurieux à l'égard de son conjoint, sans tenir compte finalement de savoir si la personne est réelle ou virtuelle,
avec laquelle il entretient cette relation. Donc, à défaut de retenir une violation du devoir de fidélité, le juge pourrait également retenir le manquement de l'époux à son devoir d'assistance s'il venait, par exemple, à délaisser son conjoint à la faveur de son robot sexuel. Et cela va tout à fait dans le sens d'un récent sondage qui a révélé que 48% des hommes interrogés étaient prêts à avoir des relations sexuelles avec un robot et 43% se sont dit ouverts à l'idée de tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Alors maintenant, le grand B est consacré, donc bien sûr je développe tout ça à l'écrit, à la parentalité avec un robot vers un nouveau croisement des espèces. Alors, je me suis intéressée dans un premier temps à l'adoption d'un enfant par un robot, suivi de la procréation avec un robot ou la naissance d'une espèce hybride. Alors, je vais revenir dans les grandes lignes de mon article. En fait, au fil du temps, s'agissant de l'adoption, les règles relatives à l'adoption se sont assouplies. C'est-à-dire que classiquement, seul le mariage ouvre la voie à la filiation. C'est la seule institution qui articule conjugalité et parentalité. C'est-à-dire que dans un couple marié, les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. Donc en 2013, seuls les couples mariés pouvaient adopter ensemble un enfant et donc ouvrir le mariage aux couples de même sexe emportait automatiquement la possibilité pour ces couples d'adopter. Une loi plus récente du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, a néanmoins modifié l'article 346 du Code civil qui disposait que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Et donc cet article prévoit désormais que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Donc en fait, on a eu un élargissement de l'adoption à toutes les formes de couple sans distinction qui a été opéré. L'adoption par une personne seule, elle, a été autorisée depuis 1966 et a également été modifiée par cette loi de 2022 en portant l'âge minimum requis pour adopter à 26 ans au lieu de 28. Et d'ailleurs, la condition d'âge est supprimée s'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint. Ce petit récapitulatif pour vous dire que nous sommes dans une mouvance d'extension finalement et d'assouplissement des conditions relatives à l'adoption. Donc pourrait-on envisager à l'avenir que le couple humain-robot, sans parler du mariage, puisse finalement être autorisé à adopter un enfant ? En tout cas, pour en revenir à l'introduction avec la série Real Humans 100% humains, dont je vous ai parlé en introduction, on voit que les hubots savent très bien s'occuper des enfants, tenir la maison, cuisiner, prendre soin d'une personne âgée, etc. Donc, il serait possible d'envisager qu'à l'avenir, au regard de l'accélération des progrès de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage des robots, ces derniers disposent de capacités nécessaires pour l'entretien et l'éducation d'un enfant. On voit bien que si on envisage effectivement que ce soit nos compagnons de vie, il relève finalement de l'évidence que certains humains souhaiteront fonder une famille avec les robots. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'on a pu voir que le robot Sophia, qui est le premier robot à avoir obtenu la citoyenneté d'un État, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, qui a été créé en 2015 et qui est considéré comme le robot le plus intelligent du monde, eh bien, a déclaré qu'elle voulait des enfants, qu'elle les appellerait, qu'elle appellerait au moins l'un d'eux du même prénom qu'elle. Et elle a déclaré « Demain, nous allons voir des familles de robots. La notion de famille est une chose importante. Les gens qui en ont une sont très chanceux. Cela s'applique pour les robots comme les humains. Je pense que c'est formidable de pouvoir retrouver les mêmes émotions et relations sans forcément avoir le même ADN », a-t-elle expliqué. Donc ça nous amène à notre second point ici sur la procréation avec un robot ou la naissance d'une espèce hybride. Alors, effectivement, au départ, ça peut sembler assez irréel comme préoccupation, mais finalement, pas tant que ça, parce que l'être humain, finalement, sera-t-il toujours à l'origine d'un autre être humain ? C'est-à-dire que si nous maîtrisons la fécondation in vitro aujourd'hui,
On ne maîtrise toujours pas la gestation, c'est-à-dire que la gestation n'est pas encore technicisée, tandis que les embryons peuvent, eux, se développer à l'extérieur du corps. Pour le moment, on a toujours besoin de l'utérus d'une femme pour que le fœtus puisse arriver à terme. Mais on est déjà en cours de création d'un utérus artificiel. C'est déjà un projet qui serait piloté par une intelligence artificielle qui assurerait en fait le suivi de cette gestation extracorpus. Et donc, si on arrive effectivement à ce que ces prototypes puissent devenir efficients finalement, eh bien le corps n'aura plus vocation à donner la vie et la notion de genre sera obsolète. Par conséquent, peut-on imaginer qu'un humain et un robot puissent se reproduire et ainsi engendrer une espèce hybride, une chimère mi-homme, mi-robot ? Alors, selon le spécialiste David Levy, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a rédigé une thèse sur l'amour avec les robots, eh bien, ce scénario est plausible, car il repose donc sur les progrès en intelligence artificielle et en génétique des robots. Alors, il évoque en particulier une équipe qui a réussi à concevoir une minuscule puce grâce aux nanotechnologies permettant d'injecter du code génétique dans les cellules de la peau humaine afin de les transformer en d'autres cellules ou de les réparer. Donc ça, cette technologie est baptisée nanotransfection tissulaire. Et en fait, selon lui, elle devrait permettre d'associer le code génétique, entre guillemets, d'un robot au code génétique d'un humain afin de créer un bébé robot. Et donc, il prédit que cela sera possible d'ici une centaine d'années. En tout cas, si les robots sexuels peuvent être à l'origine de bouleversements dans notre conception du couple et de la filiation, ils peuvent également perturber nos propres comportements. C'est-à-dire que l'avènement récent de ces androïdes dans notre intimité n'est certainement pas sans conséquences. Je me suis donc intéressée au lien potentiel entre l'utilisation d'un robot sexuel et les violences commises contre les personnes humaines, et plus précisément les femmes, puisque les robots sexuels sont majoritairement utilisés par des hommes. Alors, dans la seconde partie, donc le robot sexuel et l'humain, un encouragement des violences à l'égard des femmes, point d'interrogation, parce qu'effectivement, le robot sexuel peut conduire à une réification de la femme et à un risque de banalisation du viol. C'est-à-dire que le robot sexuel, comme l'ensemble des robots actuellement, n'est pas sentient. On a parlé de la sentience ce matin, donc il ne peut pas souffrir, notamment. En revanche, être agressif ou brutal envers un robot peut favoriser le développement de dispositions violentes entraînant l'infliction d'actes non éthiques envers des êtres sentients, donc humains ou non humains, impliquant l'usage de la force physique visant à provoquer douleur, inconfort, humiliation par exemple. Et puis, ce qui pose aussi question, c'est qu'on retrouve des robots sexuels programmés pour être violés. C'est-à-dire que depuis 2017, on a un robot qui s'appelle Frigide Farah, qui a été programmé pour résister lorsqu'elle est touchée. Alors, selon le concepteur, le fabricant, pour permettre à chacun de réaliser ses fantasmes sexuels les plus privés. Sauf qu'on a, par exemple, une application chinoise qui permet de louer des robots sexuels, et l'application s'appelle Petites Amies Partagées. Donc déjà, ce n'est pas sans rappeler ce qu'on appelle les tournantes, les viols en réunion. Et puis, de manière générale, finalement, on pourrait considérer que tous les robots sont programmés pour être violés, entre guillemets, puisque l'utilisateur parviendra inévitablement à ses fins. La grande, finalement, différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'un objet masturbatoire classique, mais d'un robot à l'apparence humaine. Et c'est cette humanisation du robot, finalement, qui participerait à la réification de la femme et à l'encouragement de comportements sexistes. C'est-à-dire que l'individu qui se procure un robot sexuel humanoïde a le sentiment d'être en présence d'une personne humaine soumise. Et donc, si l'utilisateur peut faire subir au robot les pires sévices, il peut en fait opérer un transfert sur les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, passer du temps
avec un robot sexuel peut en effet entraîner une confusion objet-personne, une déformation finalement de la vision du rôle d'une compagne et pourrait influencer les attentes des utilisateurs envers les femmes dans la réalité. D'ailleurs, on observe déjà des actes de violence commises contre les robots sexuels qui ont été observés au cours des dernières années avec des décapitations, des mutilations, des agressions, donc ce qui pourrait provoquer un risque exacerbé de violence sexiste. Je terminerai sur l'exploitation sexuelle des femmes et l'incitation à la prostitution. Alors c'est vrai qu'au départ, robots sexuels et prostitution paraissent assez éloignés et on va voir que ça ne l'est pas tant que ça. La première réflexion ici concerne finalement l'interdiction des robots sexuels ayant l'apparence d'un enfant et à l'inverse, les robots sexuels ayant l'apparence d'une femme qui, eux, sont autorisés. À titre d'illustration, en 2020, on a une association qui a donné l'alerte en indiquant que la plateforme Amazon proposait à la vente, dans la catégorie sextoy poupées d'amour, des poupées en silicone d'environ 1 mètre qui représentaient des enfants. Donc, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles avait déclaré que ces poupées sexuelles pédophiles qui avaient l'aspect d'un jeune enfant constituaient des objets illégaux au sens de l'article 227-23 du Code pénal qui interdit la représentation d'un mineur lorsque cette représentation présente un caractère pornographique. Et donc, un raisonnement finalement par analogie permet dès lors d'affirmer que les robots sexuels représentant des enfants sont donc interdits sur notre territoire. Par conséquent, et c'est là que la réflexion est intéressante, c'est que si la représentation de mineurs sur des poupées sexuelles est perçue comme un encouragement à la pédophilie et entraîne une interdiction de la vente de ces poupées, la représentation d'une femme sur des poupées sexuelles ou des robots sexuels serait-elle davantage acceptable ? La réponse me semble être en tout cas négative puisque autoriser la représentation du corps féminin sur des poupées ou robots grandeur nature permettant à un homme de les utiliser comme un objet sexuel semble aller finalement à l'encontre du respect du corps humain et de celui de la femme en particulier, banalisant, voire encourageant l'exploitation sexuelle de la femme. Et pour terminer, les robots sexuels ou la banalisation de l'achat de services sexuels. En fait, nous avons le 5e rapport mondial de la Fondation CEL sur le système prostitutionnel qui parle des poupées robots sexuels. Il y a plusieurs fois des termes un petit peu différents. Et ces poupées robots, il rappelle qu'elles sont hyper réalistes. C'est-à-dire qu'on a effectivement des veines apparentes, la pilosité, la sensation d'une vraie peau au toucher. Vous avez d'ailleurs sur les sites des options. Vous pouvez choisir des poupées chauffantes qui ont la température corporelle de 37 degrés, etc. Donc tout est finalement fait pour qu'on pense vraiment qu'il s'agit d'une personne. Et en même temps, tout est visiblement, nous dit le rapport, artificiel, car délibérément pornographié. Voilà un premier élément liant intimement la production de ces poupées à la prostitution. Autre exemple, on a par exemple une maison close à Barcelone qui accueille dans un même espace à la fois des femmes réelles et des poupées sexuelles, donc brouillant finalement les frontières entre êtres humains et objets. Donc on peut finalement considérer que l'industrie des robots sexuels est une extension de la prostitution. Pourquoi ? Parce que la prostitution des femmes et des jeunes filles existe qu'il est possible de concevoir l'usage d'une telle robotique. L'industrie se développe parce qu'il existe une demande masculine. Donc les avancées technologiques, finalement, sont mises au service de l'exploitation pour mieux conforter les comportements masculins de domination et banaliser l'achat des services sexuels.
Alors, pour conclure, effectivement, si la thématique des robots sexuels pouvait d'emblée prêter à sourire au début de mon intervention, j'espère en tout cas que mon article et la présente rapide présentation globale que je viens de vous livrer auront en tout cas permis d'attirer votre attention sur l'avènement des robots sexuels et de démontrer que cet événement mérite une réflexion approfondie quant à ses répercussions sur notre société. Voilà, je vous remercie de votre attention.